Bonsoir. Alors moi je suis photographe et puis depuis 5 ans j'ai commencé un projet un peu farfelu qui est de représenter le pouvoir dans notre société par les visages. Le pouvoir on peut le décrire évidemment, euh, le pouvoir politique, les pouvoirs on va dire institutionnels, et petit à petit moi ce qui m'a intéressé c'était de décliner le pouvoir, de dériver en fait du pouvoir traditionnel on va dire pour aller dans une zone un petit peu plus fantasmée, un petit peu moins courue du pouvoir. Euh, il peut y avoir des diplomates, il peut y avoir des publicitaires. Et puis à un moment donné, je me suis beaucoup intéressé aux financiers. Parce que financier, on sait tous, on est tous d'accord pour dire que c'est le pouvoir d'aujourd'hui. Et en même temps, si maintenant je vous demande de nous donner des noms de financiers, eh ben, on sera tous assez embêtés. Euh, on connaît le type qui s'est fait prendre le doigt dans le pot de confiture il y a quelques années, le patron de la banque qui est plus patron de la banque, mais ça s'arrête là. Et, euh, j'ai fait un peu des études avant de devenir photographe, hein, un peu de droit et de sciences politiques. Malheureusement, j'ai pas trouvé ma voie tout de suite. Alors, du coup, il fallait bien occuper un petit peu le temps. Et il restait quelque chose de ces études, une phrase qui m'est revenue en tête sans arrêt, c'est le fameux ILS du pouvoir lointain. C'est-à-dire que les gens considèrent que le pouvoir, c'est quelque chose qui s'incarne pas, qui est loin d'eux. Après, on peut le considérer de manière plus ou moins hostile, mais je trouvais ça intéressant de s'intéresser à cette notion pour un photographe qui fait du portrait et d'essayer d'incarner ce fantasme. Euh, et donc c'est l'objet de mon travail. Euh, Récemment d'ailleurs, il y a eu un discours qui m'avait marqué, le discours du candidat François Hollande au Bourget, euh, quand il parle du monde de la finance et qui dit je n'ai qu'un adversaire, c'est le monde de la finance, ce monde sans nom et sans visage. Et donc je trouve que ça rejoignait assez bien la problématique autour du il, et qui n'allait pas non plus d'ailleurs sans m'angoisser un petit peu, parce que dans les années 1920, enfin avec les 200 familles, je veux dire, ces choses comme ça désincarnées qui relèvent absolument du fantasme, ça peut amener à des choses pas forcément tout à fait formidables. Et sur l'image du pouvoir, je trouve qu'on a une image qui est, j'essaie de trouver un mot à peu près pas dépréciatif, mais les images de pouvoir relèvent absolument toujours de la communication. Elles sont lisses, sans grand intérêt, soit droit, souris, voilà, il faut être performatif. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'enlever le masque, au fond, d'avoir ce qu'il y avait en dessous. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à tomber le, le, le masque traditionnel du pouvoir? Quelque part, il s'agit d'incarner les gens. Donc mon métier, ça consiste en fait à appeler ces gens. Je vais changer de photo. On m'a dit que ça marchait comme ça. C'est génial. Euh, Ça consiste à appeler ces gens et leur dire venez passer 1 heure dans mon atelier pour rien. Et puis ils viennent. Et c'est des gens qui sont pas mal occupés, voire extrêmement occupés. Déjà nous perdre 1 heure, donc 2 heures avec le transport, c'est difficile. Et eux finalement, ben, pour une photographie qui ne sera montrée que dans une exposition, ils décident de venir, de lâcher ce qu'ils font. Et du coup, dans mon petit atelier à République, ce qui n'est pas vraiment les lieux de pouvoir, qui en plus est au 6e étage sans ascenseur, mais ça, ils ne le savent pas tant qu'ils n'arrivent pas, et ben, ils viennent là. Voilà, donc de temps en temps, voilà, ça se passe quand même relativement bien. Mais, et puis, dans cette réflexion sur le pouvoir, j'ai voulu associer une partie plus historique. Et pour vous dire la vérité, un jour, en début 2008, le musée du Louvre m'appelle et me dit, voilà, on a vu que vous photographiez des hommes de pouvoir d'aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez photographier l'équivalent des Sarkozy-Fillon, qui était à l'époque le président et le Premier ministre, l'équivalent des Sarkozy-Fillon d'il y a 2000 ans? Et je trouvais le pitch formidable, quoi. Donc j'ai dit évidemment oui. Et comme ça, petit à petit, j'ai rencontré ces têtes de pierre qui avait été sculpté il y a 2000 ans, qui avait passé 2000 ans après quasiment dans la terre, et qui avait été retrouvé un peu par hasard, et qui était une incarnation du pouvoir absolument magistral, quoi. Ce tout pouvoir, quel pouvoir avaient les empereurs romains? C'était quand même un sacré morceau par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Au fond, n'était devenu que ça, un bout de pierre dans la terre, un bout de ruine, quoi, en quelque sorte.
Et du coup, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien avec une idée que le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Alors, on va peut-être pas le définir là ce soir, mais en tout cas, il y a l'idée d'une fragilité, moi, qui m'intéresse, et qu'on voit peut-être pas tant que ça. Je parlais des empereurs romains tout à l'heure. Il y a une autre notion qui m'intéresse dans le pouvoir, c'est l'idée de sa fabrication, bien sûr, dans sa représentation. Auguste, par exemple, le premier empereur, c'est un type qui tout de suite a compris que le pouvoir, c'est quelque chose qui se fabriquait. Moi, je l'appelle l'empereur Photoshop, parce que c'est le premier gars qui finalement a dit, mais attends, c'est moi le patron, donc du coup, ma tête, je vais la faire comme elle me plaît. Et du coup, toutes ces représentations sont stéréotypées, et c'est assez beau à voir. Voilà. Et puis, il y a cette phrase qui me plaît bien, qui est « Le pouvoir est ce vieux rêve de défier le temps, en sachant que le temps sera plus fort. L'homme de pouvoir sait qu'il a perdu. » Le rapport entre la pierre et le pouvoir, c'est que dans l'incarnation, au fond, la pierre qui est censée être pérenne, à tout jamais présente, elle-même se brise, elle-même s'érode, les nez sont cassés, sont abîmés. Et qu'au fond, je trouve que c'est une image réjouissante de ce que pourrait être le pouvoir aujourd'hui, précaire. D'autres prendront la place des hommes de pouvoir d'aujourd'hui. Quand on pense au pouvoir, on pense principalement à des lieux. Et puis aussi quelques objets, un sceptre, un bouclier, un cigare ou une chambre d'hôtel plus récemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les visages. La première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un, c'est son visage. Et pourtant, il y a un vrai problème autour des visages. Faites cette expérience-là. Regardez comme on est face aux autres. On regarde un bandeau, que sont les yeux, et on passe d'un œil à l'autre. Et puis c'est tout. Si maintenant vous vous rapprochez de la personne, donc si vous rompez cette distance physique traditionnelle, et que vous regardez le coin de sa bouche de manière hyper précise, l'autre va se sentir super mal, quoi. Et vous avez rompu quelque chose. Alors qu'au fond, on ne regarde rien d'autre qu'un bout de chair. Je veux dire, on n'est pas en train de regarder des parties plus intimes d'une personne. Et que ce paradoxe-là, du visage qui est offert à tous, et en même temps qu'on n'aurait pas le droit de regarder, moi, ça nourrit mon travail. Et c'est vraiment quelque chose qui, sans arrêt, me donne cette envie de continuer ça. Donc là, dans la vue d'exposition, vous voyez un peu quelques images. On pourrait éventuellement se rapprocher vers celle-là, où au fond, entre Louis XIV et Bernard-Henri Lévy, par exemple, vous voyez dans la coupe de cheveux ou même les habits, on peut se poser la question de j'allais dire l'originalité de la représentation, mais au fond, est-ce que ça a tellement changé que ça, l'évolution et la représentation du pouvoir? Je ne dirais pas énormément. Et après, à titre personnel, ce qui m'émeut beaucoup, c'est le rapport entre Jules César en bas et Jacques Vergès. Vous voyez, Vergès, il a les cheveux un peu comme ça sur le visage. Alors ça tombe bien, parce que maintenant, on ne peut plus lui demander, mais je suis sûr qu'il aurait dit non, sinon. Mais ce garçon-là, qui est né en Indochine, donc pas tout à fait français, on va dire, je suis sûr qu'inconsciemment, il a ce besoin-là de s'approprier une identité et on va dire l'Europe, et que, vous voyez, il se coiffe un peu comme César. Au fond, César, il était chauve. Et donc, je trouve que ce paradoxe, il est assez... il me plaît bien. Alors, j'ai perdu mes notes, je vais essayer de les retrouver. Le pouvoir s'inscrit-il sur les visages? Il faut que je tourne ma feuille. Je vous disais tout à l'heure que quand on regarde les autres, finalement, on ne regarde pas grand-chose. On regarde vaguement les yeux, on passe d'un œil à l'autre. Le pouvoir, on peut le prendre aussi du côté du photographe. Et que moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le pouvoir sur mon modèle. J'ai l'impression dans toutes mes photos d'être présent dedans. Et au fond, je ne suis jamais là. Alors du coup, j'ai essayé autre chose. Je me suis demandé si, en lâchant l'appareil, si j'arrivais sur la photo, qu'est-ce qui allait se passer? Parce qu'à ce moment-là, moi, je ne suis plus derrière l'appareil. Donc, est-ce que la personne que j'ai photographiée, est-ce qu'il va reprendre sa pose de communicant? Ou au contraire, est-ce que je vais lui demander de rester concentré, de baisser la tête et de regarder l'objectif? Est-ce qu'il va jouer le jeu, au fond? Est-ce que le pouvoir se sera inversé? Est-ce que la personne aura accepté d'être dépossédée de son pouvoir? À vous de voir. Et puis dernier point, parce qu'il me reste vraiment plus beaucoup de temps, je voulais vous parler de l'échec du politique. C'est des gens que j'arrive jamais à photographier. Je suis pas content du résultat. Et quelque part, je me dis,
on pourrait dire que mon travail, ça consiste à retourner les masques et de voir ce qu'il y a derrière. Et chez les politiques, je vois rien. Et je me suis demandé pourquoi. Et je pense que c'est des gens qui sont tellement occupés qu'ils n'ont plus le temps de rien faire. Et que du coup, l'ennui, le vide, ça permet de se remplir. Alors voilà, je voulais comme on est quand même à la Fondapol, je voulais leur dire que ça peut être pas mal de se remplir. Et puis dernier petit clin d'œil à Dominique Régnier qui aime les citations. Je trouve que ça allait assez bien avec ça. Mon temps est fini. C'est une citation de Goethe qui disait « Méfiez-vous des démons que vous fuyez, ils sont peut-être le meilleur de vous-même ».